Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, soyez les bienvenus ce soir sur ce plateau de Géopolis Télévision où l'émission Chemin Critique va s'intéresser à une personnalité. Il est vrai que nous avons souvent des sujets et les sujets nous amènent à des personnalités. Mais nous pouvons aussi avoir une personnalité qui nous amène à plusieurs sujets et c'est aujourd'hui l'occasion d'en parler et la personnalité elle n'est pas présente sur ce plateau. Elle va être évoquée par des personnes, une personne qui lui est proche et avec lesquelles nous allons discuter pour comprendre les choses. De quoi nous voulons parler? Nous voulons parler d'un événement majeur qui va avoir lieu dans quelques semaines, je crois 2 semaines maximum. Ce sera les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Les états généraux, pourquoi? Parce que l'État est venu sans doute de conférer aux investissements de l'État en tant qu'investisseur, en tant que producteur, en tant qu'acteur principal de l'action économique, conférer à ces entreprises-là une nouvelle dynamique. Au cœur de ces dispositifs, un homme, le ministre du portefeuille actuel, Jean-Lucien Boussa, que nous connaissons parce qu'en tant que journaliste, nous avons eu à le voir évoluer tout au long de toutes ces législatures passées. Élu de Boudjala, président d'un parti politique, il est aujourd'hui au gouvernement parmi ceux qui en ont fait quand même un peu plus longtemps. Il a donc un peu plus de longévité que beaucoup de ses collègues et c'est une occasion pour nous de nous interroger un tout petit peu sur la cohérence de son action. Est-ce qu'il est performant? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce jour? Et c'est même l'occasion d'évaluer son action parce que le président de la République a dit qu'il allait évaluer tous ses ministres. Pour évoquer Jean-Lucien Boussa, mais surtout aussi son action, j'ai le plaisir de recevoir un jeune cadre de le courant des démocrates rénovateurs, qui est le parti même créé par Jean-Lucien Boussa, le CDR, mais il est aussi en même temps conseiller du ministre au portefeuille, et il va nous parler, nous allons essayer d'évoquer avec lui un certain nombre de choses pour comprendre dans l'action d'un homme public la cohérence des politiques publiques qu'il soulève. C'est important de connaître les personnes parce que ça nous permet aussi d'en comprendre les politiques que ces personnes mènent. Maître Jérémy Kalala, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Géopolis, émission Chemin Critique. Merci, Maître Jérémy Kalala. Vous êtes un avocat, donc la parole est la chose que vous manipulez le mieux. Alors, je voudrais que ce soit aussi la vérité, parce que nous allons faire une petite émission de vérité sur le président de votre parti. C'est important de le faire, et nous allons le faire régulièrement. Alors, question de départ, s'il vous était demandé, vous, Maître Jérémy Kalala, de présenter Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille actuel, qu'est-ce que vous direz? Merci, monsieur le journaliste, de la parole, de la question que vous me posez, de décrire mon mentor, son Excellence Jean-Lucien Boussa. Je le salue de là, il est en train de nous suivre. En un mot, je dirais, Jean-Lucien Boussa, c'est un homme d'État majeur. Il est pétri d'une expertise dont le pays a besoin pour faire avancer les choses. Jean-Lucien, un homme politique, un homme d'État, très rapidement élu successivement député national dans la circonscription électorale de Boudjala en 2006, meilleur élu d'ailleurs, en 2011, en 2018, en 2023. Élu aussi sénateur 2 fois dans la même province, dans la province de Sidou-Bangui. Plusieurs fois ministre au gouvernement central. Il a commencé par être nommé au gouvernement Sami Badibanga au plan, où il n'avait pas mis beaucoup de temps, plus ou moins 5 mois, et il est passé par les commerces extérieurs, où il a fait de ces ministères un des leviers de la croissance économique et a sorti les commerces extérieurs dans les marasmes dans lesquels il s'est trouvé
Et on a commencé à parler du commerce extérieur à travers le monde, à l'international. Et maintenant, il est, depuis plus ou moins 5 mois, il préside aux destinées du ministère du portefeuille. Voilà d'une manière ramassée les parcours politiques de son Excellence Jean-Lucien Boussa. Depuis quelques années, il est le ministre qui est resté le plus en poste. Hein? Ce n'est pas un défaut. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette longévité? Merci. Jean-Lucien Boussa, comme je venais de le dire, il est d'abord un homme d'État. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quelqu'un qui a l'amour de son pays. Quelqu'un qui a l'envie de mieux faire et de faire évoluer les dossiers compliqués. Il a une expertise incommensurable. Il maîtrise les questions des politiques publiques. Il maîtrise la gestion de l'État. C'est cette expertise qui a fait que son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, a trouvé en lui un collaborateur compétent, fidèle, capable de relever l'immense défi de ramener la République démocratique du Congo vers les horizons attendus par le peuple congolais. C'est ce qui fait qu'il est toujours dans le gouvernement. Il apporte ce qu'il a comme capacité pour le développement économique et social de la République. Alors, revenons au ministère du Commerce extérieur où il a quand même fait longtemps. Selon vous, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les gens lui reprochent d'être un ministre des grandes annonces. Hein? C'est-à-dire, il vient, il dit, voilà ce qui va se faire. Mais concrètement, on ne voit pas. Qu'est-ce qui a bougé au commerce extérieur? Monsieur Willy, je vais vous dire qu'aujourd'hui, si vous tendez le micro, par exemple, au cadre et agent du secrétariat général au commerce, ils vont vous dire que nous avons eu la chance d'avoir un ministre technocrate qui maîtrise la chose. Pour rappel, avant que Jean-Lucien n'arrive au commerce, tout le monde était en train de bouder ce ministère. T'es nommé au ministère du Commerce, c'était perçu comme une voie de garage, une corvée pour les gens. Mais quand l'homme est arrivé, avec l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnée, il a mené des réformes. Il a créé, je peux citer la création de l'ANAPEX, Agence nationale de promotion des exportations. C'est un établissement public qui fonctionne, créé sous son égide. Le ministre a ressuscité certaines structures telles que la Commission nationale des mercuriales des prix. Donc aujourd'hui, nous pouvons savoir les prix de nos matières premières à travers le fonctionnement de cette structure créée en 1989 par ordonnance du président Mobutu, mais qui était au frigo. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir, parce que cette structure publie tous les jeudis les prix de nos matières à l'international. Le ministre a pris des mesures de limitation temporaire d'importation de certaines matières pour protéger l'industrie locale, telles que la bière, la barre de fer, les ciments gris et consorts, pour protéger l'industrie locale. Le ministre, sur le plan social, a amélioré sensiblement, ou avait amélioré sensiblement, les primes payées aux agents et cadres du commerce extérieur, secrétaire général, et le ministre avait pris des mesures interdisant la consommation des aliments impropres à la consommation qui pouvaient avoir des répercussions. Je peux vous citer le cas de tilapia qui était calciné à Kasumbalesa, importé à partir du Japon ou de la Chine, mais pour préserver la santé de la population, il a ordonné la calcination de ces
Le ministre a mis en place ce qu'on appelle la SPED. C'est la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés. Le Congo a des potentiels énormes. Il a mis en place cette réforme qui est en train d'être implémentée, qui doit l'être aussi dans les jours à venir. Le ministre a créé, sous son égide avec la direction générale et le comité, la conseil d'administration de l'OCC, des laboratoires modernes pour essayer de faire les contrôles qualité des produits consommés par la population. Les agents de la FICIN ont eu à bénéficier de leur mécanisation depuis plusieurs années. Ils n'étaient pas payés, mais par l'expertise et l'action publique des gens lycéens, ils sont payés. FICIN aujourd'hui en train d'être modernisé, ce sont les réformes, ce sont les dossiers qu'il a à défendre. Donc, d'une manière globale, son bilan est largement positif au niveau du commerce extérieur. Alors, il n'avait pas trouvé mieux que vous pour pouvoir en parler et c'est une bonne chose. Le voilà maintenant nommé au portefeuille. Nous avons pensé que c'était un cadeau empoisonné parce que les portefeuilles de l'État, c'est ce que l'on appelle dans le langage courant les domaines des canards boiteux. Comment, lui, en tant qu'urgentiste ou chirurgien, est-ce que ce n'était pas un cadeau empoisonné? Le ministre Jean-Lucien Boussa, c'est un ministre de grands défis. Lorsque le président de la République a regardé l'état de nos entreprises publiques, lui, souvent, son excellence Jean-Lucien n'aime pas qu'on les appelle les canards boiteux parce que ces entreprises regorgent des potentiels énormes. Son excellence Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, a regardé l'état de nos entreprises, il a jeté son dévolu sur Jean-Lucien pour venir relever les défis de ces entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises, d'aucuns les qualifient de canards boiteux, mais elles ont un potentiel énorme dans tous les secteurs de la vie, dont ces entreprises couvrent le secteur minier, le secteur de l'agriculture, le secteur des finances, de banques, le secteur des télécommunications, les secteurs qui sont importants pour la vie de la nation, mais à un certain moment, les ministres arrivés au portefeuille de l'État, il est là pour relever les défis qui se posent afin de faire de ces entreprises publiques ou les entreprises du portefeuille un puissant levier de la croissance économique et du développement de la République démocratique du Congo. Donc, sa nomination au niveau du portefeuille ne peut pas être perçue comme un cadeau empoisonné, mais c'est plutôt pour relever les défis énormes qui se posent au niveau des entreprises du portefeuille de l'État. Et parmi les défis énormes qu'il doit soulever, il a évidemment fait signer ce qu'on a appelé un contrat de mandat à toutes les entreprises. Nous allons aller à la régie pour pouvoir nous remémorer un tout petit peu cette cérémonie de signature de mandat. C'est ce que nous voulons suivre les pas de gestion, les pas managériaux d'un homme politique pour voir comment il peut être resté un exemple dans les cas où sa gestion aurait été une réussite. Suivons. Mesdames et messieurs les mandataires publics, permettez-moi de vous rappeler que les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays,
devrait permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. L'importance et la diversité des secteurs qu'elle couvre démontrent l'intérêt, le rôle et la place de ces dernières dans la chaîne de production, de transformation, d'approvisionnement et de distribution des biens et services nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mesdames et messieurs les mandataires publics, tous les rapports en ma possession confirment la persistance de cet état de choses. Le problème de gouvernance, comme celui de la gestion, demeure préoccupant et les cas sont légion. Envie de changer la trajectoire, il devient impérieux, dans un premier temps, comme l'a indiqué le président de la République, chef de l'État, et en attendant des mesures qui vont suivre en vue de l'amélioration de la performance des entreprises du portefeuille de l'État, de procéder à la signature de contrats de mandat en présence de Madame la Première ministre. Voilà. On était très surpris quand même, c'est très bien là. Le ministre a retrouvé ensemble avec vous et avec la communauté nationale des entreprises à qui il a fait signer un mandat, signature de mandat. C'était quoi exactement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En fait, la signature du contrat ou des contrats de mandat, c'est une obligation légale. Parce qu'ils sont déjà nommés par le président. Oui. Pourquoi on va signer des mandats encore? Dans la loi portant, fixant plutôt les règles relatives à la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, si ma mémoire ne me trahit pas, l'article 17 stipule que les mandataires signent un contrat de mandat avec l'État congolais représenté par les ministres du portefeuille. Donc, il s'agit de se conformer à cette exigence légale pour que les mandataires, après avoir été nommés par le président de la République, puissent avoir un engagement vis-à-vis de l'État représenté par les ministres ayant le portefeuille dans ses attributions, afin de travailler pour la performance, travailler pour la rentabilité et la bonne gestion de l'entreprise qu'ils gèrent. Dans ce contrat de mandat, il y a les droits auxquels les mandataires nommés doivent avoir. Il y a aussi les obligations auxquelles il doit être soumis, surtout les résultats. C'est ce qui fait que ce contrat-là était signé, cette cérémonie était donc présidée par son Excellence Madame la Première ministre, au cours de laquelle les contrats de mandat ont été signés par tous les mandataires des entreprises du portefeuille. Et au moment venu, il y aura l'évaluation du contenu ou de l'exécution ou de l'atteinte des objectifs fixés par chaque mandataire lors de la signature de ce contrat de mandat. Vous savez que la situation de nos entreprises, vous avez essayé de les sortir un peu de ces surnoms-là des canards boiteux. Je ne les prends plus, c'est la dernière fois que je vais l'utiliser. Néanmoins, la situation des entreprises publiques n'est pas bonne. On a parlé beaucoup de mauvaise gestion, on a parlé de détournement des fonds, on a parlé beaucoup plus de ces entreprises comme étant des lieux d'une très forte politisation. Alors tout ceci, ce sont des obstacles pour que le ministre lui-même réponde à l'engagement qu'il a pris à l'égard du président de la République. Alors, comment il a fait? Quelle stratégie il applique pour être au-dessus de ces obstacles? Comment il a fait? Par ses capacités managériales lui dotées par les Tout-Puissants, une fois nommé au portefeuille, le ministre Jean Lucien a mis en place une stratégie
pour se retrouver au-dessus de la mêlée. L'une des stratégies mises en place consistait simplement à avoir des consultations directes avec les conseils d'administration élargis aux directeurs généraux adjoints de chaque entreprise en vue de cerner adéquatement les problèmes qui rongent les entreprises publiques. Et ces consultations avaient pris plus de 2 mois. À l'issue de ces consultations directes avec les mandataires, le ministre Jean Lucien s'est rendu compte, entre autres, des problèmes qui rongent les entreprises du portefeuille de l'État, ce qui est à la base des manques de performance, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mégestion, ce qui crée ou ce qui se trouve être à la base des manques de rentabilité et puis pour faire les résultats, dans la plupart des cas négatifs, chaque année. Donc, en ce qui concerne les manques de performance, vous allez comprendre, M. Willy, que les dirigeants des entreprises du portefeuille ne respectent pas, dans la plupart des cas, les textes légaux et réglementaires qui régissent les entreprises. Vous allez voir d'un côté les présidents du conseil d'administration qui se comportent comme le directeur général, de l'autre le directeur général qui n'exécute pas les décisions prises par le conseil d'administration. Le directeur général considère le directeur général adjoint comme son assistant. Le directeur général adjoint, à un moment, il se prend comme le directeur général. Et finalement, dans cette cacophonie, on se retrouve de plus en plus en déficit de la performance de l'entreprise. C'est ainsi que, dès l'arrivée au mois de juin, le ministre a pris la circulaire 001 rappelant l'étendue des attributions des organes, des principaux organes des entreprises du portefeuille, donc conseil d'administration, le président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint. Donc là, c'est sur le point de vue performance, le point de vue donc, de la gouvernance. En ce qui concerne la gestion, les entreprises publiques ou du portefeuille de l'État souffrent aussi de la mégestion. La mégestion qui se caractérise par la mauvaise gestion du patrimoine, par la mauvaise façon de faire la passation de marché, il n'y a pas le contrôle interne qui n'est pas renforcé, il n'y a pas les audits externes faits régulièrement. C'est ainsi que le ministre, en comprenant cela, il a pris plusieurs mesures, notamment le renforcement du contrôle interne, les audits externes. Il y a aussi donc, la signature de contrats de mandat dont on venait de parler. C'est pour mettre les mandataires publics devant ses responsabilités. Il y a la signature de contrats de performance qui viendra. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour améliorer la gouvernance et la gestion. Aujourd'hui, je peux épingler un cas devenu systémique dans la gestion des entreprises du portefeuille, où vous allez voir que les patrimoines et les comptes des entreprises du portefeuille étaient donc saisis intempestivement. C'était un système de gestion, mais à son arrivée, en collaboration avec son collègue de justice, Madame la Première ministre a signé un décret donc, mettant à l'abri des saisies intempestives des comptes des entreprises du portefeuille. Et maintenant, c'est une façon d'améliorer. Le ministre a aussi obtenu du gouvernement donc, certaines actions, par exemple les marchés inter-entreprises. Je pense qu'on va aller dans les détails quand ce sera le moment. Voilà un peu la stratégie ou les stratégies mises en place qui ont permis au ministre d'être au-dessus de la mêlée en vue
de rentabiliser les entreprises du portefeuille de l'État. Alors aujourd'hui, si vous était demandé de faire une cartographie, on en parle, mais c'est quoi ces entreprises? Ça représente quoi exactement aujourd'hui? Quelles sont ces entreprises, si vous pouvez en citer quelques-unes, pour que notre public puisse pouvoir en faire une idée? Je vais, comme je l'ai dit dans les mots introductifs, la cartographie des entreprises du portefeuille se présente de la manière que voici. D'ailleurs, ces entreprises couvrent plusieurs domaines de la vie nationale. Ils sont dans le secteur minier. Là, je peux vous citer la Gécamine, je peux citer Sokimo, je peux vous citer beaucoup Sakima, je peux vous citer l'Amiba. Ce sont là les entreprises qui se trouvent dans le secteur minier ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'État a des participations indirectes ou les entreprises principales ont signé les jointes ventures. Donc nous sommes également dans le secteur des finances. Donc je peux vous citer la Cadeco, la Sofide, qui sont en difficulté bien sûr. Le ministre y travaille en collaboration avec tous les membres du gouvernement pour leur relèvement. Donc ils sont dans le secteur agricole. Je vous souviendrai du grand Bukangalonzo. Aujourd'hui, Bukangalonzo, le travail est en train d'être fait pour sa relance. Ils sont dans le secteur des hydrocarbures. Vous connaissez les sociétés qui exploitent ce secteur-là. Nous sommes dans les télécommunications. Nous occupons donc les entreprises du portefeuille, occupent un pan important de la vie nationale. Mais comme j'ai eu à le dire, après les consultations directes faites par les ministres, le ministre a constaté qu'il y a un problème de gouvernance, un problème de gestion, un problème de manque de performance de nos entreprises. Voilà un peu le tableau que je peux donc peindre à ce qui concerne les entreprises du portefeuille de l'État. En tout cas, évidemment, nous avons aussi épinglé une activité qu'il a menée vous avez cité, on fait un clin d'œil à la Gécamine. La Gécamine a constitué et devrait constituer l'épine dorsale de l'économie congolaise. Vous vous rappelez qu'en 1989, aux dernières statistiques, la Gécamine avait produit 400 000 tonnes et la Gécamine avait comme contribution aux efforts de l'État, la Gécamine faisait 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la Gécamine est un tout petit peu dans une certaine situation des joint ventures, on avait dit 30 partenariats, et la Gécamine s'intéresse aussi à étendre sa puissance financière dans d'autres secteurs, ce qui est une stratégie développée par le ministre du portefeuille. Nous allons donc suivre une petite cérémonie où le ministre de portefeuille a reçu les délégués de la Gécamine et les délégués de notre entreprise pour une signature d'un contrat de performance. Suivons. C'est une réunion très intéressante dans le sens où l'excellence monsieur le ministre du portefeuille a tenu à nous voir afin de présenter sa vision, le cap qu'il veut nous fixer. Il nous a demandé de pouvoir nous exprimer sur la vision et l'ambition que nous avions dessinée et surtout les défis que nous avons dans la gestion de l'entreprise. Ce que je retiens, c'est une détermination du ministre du portefeuille de s'impliquer. L'actionnaire sera là, nous accompagnera dans tous les défis que nous avons, aura une exigence de gouvernance de notre part et espérera que, au regard de cette combinaison et de son implication plus grande de toute son administration, nous pourrons créer de la valeur pour le compte de l'État. Voilà, c'était en réalité une consultation où le ministre partageait avec la Gécamine, la haute direction,
sa vision. Mais il y a aussi un événement qui reviendra plus tard où la GECAMIN a contribué à la remise en fonction des Primera. Vous savez, Primera, c'était cette entreprise de négoce pour l'achat du lor au niveau du Kivu. Alors, évidemment, nous parlons de Jean-Lucien Boussa comme ministre du portefeuille. Ça fait 5 mois qu'il est là-bas. Si nous pouvons essayer d'évaluer un tout petit peu son action, 5 ans, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, soyez assez concis et circoncis parce que l'émission est en train d'aller malheureusement vers sa fin. Ok, merci beaucoup. Très rapidement, avant de donner en quelque sorte le bilan à mi-parcours qui est largement positif de Jean-Lucien Boussa au portefeuille, je voudrais ici rappeler aux téléspectateurs de votre chaîne que les entreprises du portefeuille, telles que décrites par ma personne, représentent des potentiels énormes. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que l'élément que nous venons de visualiser, et la GECAMIN est en train de vouloir s'étendre parce qu'elle a là des potentiels énormes dans sa façon de faire. Alors, revenant très rapidement au bilan, le ministre, au cours de ces 5 mois passés à la tête du ministère du portefeuille, il a fait beaucoup de choses pour améliorer la gouvernance. J'ai parlé de contrats, signature de contrats de mandat, signature de contrats de performance qui viendra. J'ai parlé de la circulaire pour rappeler l'étendue de pouvoir de tous les organes. En ce qui concerne la question de la gestion, le ministre a obtenu les décrets pour mettre à l'abri les comptes des établissements, des entreprises du portefeuille, à l'abri des saisies intempestives devenues systémiques. Le ministre du portefeuille a fait beaucoup de choses, la protection des biens, la politique générale. Le ministère du portefeuille n'avait jamais, depuis tout ce temps, la politique générale du portefeuille. Mais avec le ministre du portefeuille, Jean-Lucien, nous disposons de la politique générale du portefeuille de l'État. Donc, dans son actif, nous pouvons également épingler l'obtention au niveau gouvernemental de l'élargissement de marchés, privilégier d'abord les marchés inter-entreprises. Si vous avez par exemple besoin d'acheter le carburant, avant de voir ailleurs, il faut voir l'entreprise qui est dans le secteur des carburants. Si vous avez besoin d'électricité, même si on a libéralisé, mais il faut d'abord commencer par... C'est une façon Et ces marchés inter-entreprises est obligatoire? Ces marchés, c'est une volonté affirmée du gouvernement de renforcer donc les chiffres d'affaires des entreprises du portefeuille. C'est comme ça que ça a été décidé. Il y a aussi la relance des entreprises. Le ministre a travaillé pour la relance de certaines entreprises. Je peux vous citer le cas de l'AMIBA, qui a obtenu donc un apport en capital frais de 70 millions de dollars. Il y a Congo Airways qui n'avait pas d'avion. Vous êtes informé que Congo Airways a maintenant des aéronefs. On a créé, donc le ministre a fait créer donc la nouvelle société Air Congo. Le premier aéronef va atterrir à Kinshasa le 30 de ce mois. Et le vol inaugural interviendra, toutes choses restant égales par ailleurs, je pense le 3 décembre 2024. Donc, vous allez vous rendre compte, messieurs les journalistes, que dans peu de temps, le ministre a fait plus que ce qu'on attendait de lui. C'est ainsi que nous arrivons un matin, il se lève, il dit, bon, nous allons faire les états généraux du portefeuille, ou bien c'est une réflexion conséquente à d'autres aspects? Le ministre du portefeuille, c'est un bon élève du gouvernement parce qu'il exécute toutes les décisions prises par la haute instance gouvernementale qui est le Conseil des ministres. Nous sommes le 21 juin 2024. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après avoir constaté l'évaluation faite
des entreprises du portefeuille de l'État suivant les critères relatifs au chiffre d'affaires, aux résultats nets ou à la valeur ajoutée. Le président de la République avait constaté que cette évaluation-là ne permettait pas de connaître ce qui se passe exactement dans les entreprises du portefeuille parce que n'étant pas fondée sur un plan stratégique de redressement. C'est ainsi qu'au cours de cette réunion, le gouvernement de la République avait décidé de la tenue des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État en vue de poser les diagnostics qu'il faut, comprendre les problèmes dont souffrent les entreprises et proposer donc les voies et moyens en vue de rendre ces entreprises rentables. Voilà pourquoi il se tiendra à Kinshasa donc du 9 au 14 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État sous le thème intitulé « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance et du développement social de la République démocratique du Congo ». Donc, ce sujet, ce grand thème principal, messieurs les journalistes, sera décliné en 6 panels qui seront animés par les éminents professeurs ou les scientifiques des différents horizons, les mandataires en fonction parce qu'ils ont beaucoup d'informations à nous donner, les anciens mandataires ou les mandataires honoraires, les experts issus des partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les autres personnalités, les élites qui seront là pour contribuer à faire diagnostiquer les problèmes qui se posent et à proposer une thérapie sous forme de recommandations à faire couler par des réformes à faire dans une feuille de route qui sera adoptée en vue de rendre rentables les entreprises du portefeuille de l'État. Alors, les états généraux qui vont être organisés, est-ce que ça sera un déni de la réforme des entreprises publiques qui a été menée il y a longtemps par les COPIREP? Monsieur les journalistes, pour le ministère du portefeuille, je peux le dire sans crainte d'être contredit que la réforme de 2008 a été un échec. Un échec pourquoi? Pour 4 raisons. La première des raisons, quand vous lisez la loi sur la transformation des entreprises publiques, les entreprises autrefois appelées publiques ont été transformées soit en sociétés commerciales, pour ceux qui étaient dans le secteur marchand, les autres transformés en établissements publics considérés comme un prolongement de l'administration publique, et où les autres ont été carrément liquidés pour des raisons évidentes. Mais, messieurs les journalistes, nous avons constaté que cette transformation n'était pas bien faite. Pourquoi? Parce qu'il y a des établissements publics aujourd'hui qui ne pouvaient pas être établissements publics, mais qui devraient être des sociétés pour produire la richesse. Je prends le cas de l'OCC. L'OCC aujourd'hui a le statut ou la nature juridique d'un établissement public. Mais quand vous regardez les chiffres d'affaires de l'OCC, c'est un chiffre d'affaires important. Mais l'OCC a signé les contrats avec BIVAC. BIVAC, c'est une grande firme internationale qui œuvre dans l'import et export. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait presque la même chose que l'OCC. Donc, encore une fois de plus, sur base des mauvais conseils de certains partenaires techniques et financiers, la République n'a pas vraiment a été induite en erreur par rapport à cette réforme de 2008. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le mode de gestion qui a été adopté. Avant, dans la loi de 1978,
on avait un PDG. Le PDG, il était lui-même le président, directeur général. Il était le président de l'organe délibérant. En même temps, il était le président du comité de gestion. Alors, la question qu'il fallait résoudre était celle de diminuer donc la puissance du PDG. Il ne peut pas être lui-même juge et partie. C'est ainsi qu'on avait voulu transformer nos entreprises, les organes, pour avoir les conseils d'administration d'un côté et les conseils, la direction générale de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est un échec parce que le président du conseil d'administration veut s'identifier au directeur général. Et c'est la cacophonie. Il y a un autre point, c'est la privatisation, monsieur les journalistes. Les partenaires techniques et financiers nous ont dit qu'il faut privatiser pour que l'État puisse se désengager afin de donner la gestion des entreprises aux privés qui vont les faire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Nous avons constaté qu'on a privatisé les entreprises publiques, on les a données entre les mains des privés qui n'avaient pas de capitaux. Je prends le cas de la Gécamine. Donc l'ancien PCA de la Gécamine ou directeur général l'avait dit. On prenait les titres de nos minéraux, on allait hypothéquer dans les banques pour avoir les capitaux, alors qu'au départ, l'idée était de privatiser pour donner les entreprises publiques entre les mains de ceux qui ont des moyens pour venir investir. Et là, c'est un échec. Le dernier motif ou la dernière raison qui fait penser à ce que la réforme de 2008 a été un échec, c'est les contrôles citoyens. Aujourd'hui, le peuple congolais a ses yeux braqués sur le député national. Mais le député national gère quoi? Le député national ne gère rien. Mais aujourd'hui, quand vous voyez par exemple l'entreprise comme la SNEL, c'est un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars que les mandataires ou les DG, les conseils d'administration gèrent. Mais quel est le salaire des mandataires? Il y en a qui ont même jusqu'à 50 000 dollars le mois. Mais le peuple ne parvient pas à exercer son contrôle citoyen sur celui qui perçoit autant. D'un côté, on montre la face des canards boités à la population, alors que de l'autre côté, les animateurs... On se paye grandement. Effectivement, voilà. On se paye grandement. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que le ministre du portefeuille, après avoir conclu qu'il y a la réforme de 2008 a été un échec, il a convoqué, il a organisé ses états généraux et appelle tous les Congolais, même les Congolais lambda, de venir contribuer avec des idées en faisant d'abord l'autopsie des entreprises du portefeuille, dire ce qui ne va pas et proposer donc les voies et moyens pour nous permettre de rentabiliser nos entreprises du portefeuille et les rendre au cœur de l'économie congolaise, faire de ces entreprises un puissant levier, contribuer à la création des charges au budget de l'État et au PIB pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Maître Jérémy Kalala, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était une émission qui annonçait la grande activité qui va se dérouler tout au long, en tout cas pendant quelques jours au mois de décembre. Aujourd'hui, nous vous recevions parce que nous voulions savoir comment un homme politique en arrive à des décisions de grande valeur, comment la gestion d'un pays se fait par la conviction et surtout par la maîtrise des faits. Et ici, nous avons mis notre curseur sur Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Nous l'avons suivi à partir du plan pour commerce extérieur aujourd'hui, portefeuille. Il est donc possible de comprendre et de juger demain. Alors, quel est le mot de la fin que vous pouvez avoir en rapport avec les états généraux qui vont se tenir et quel appel vous faites? Le mot de la fin que je peux adresser à tous les téléspectateurs de votre chaîne est d'être attentifs, de se préparer à apporter des contributions substantielles à ces états généraux pour constituer un moment historique dans la vie de l'économie congolaise en vue d'apporter des contributions constructives pour la bonne gouvernance,
la meilleure gestion axée sur les résultats, la rentabilité et la compétitivité de nos entreprises du portefeuille. C'est ainsi, je rappelle la date, du 9 au 14 décembre. Préparez-vous, peuple congolais, à divers niveaux, de venir contribuer pendant ces 4 jours de travaux intenses. Les travaux s'organiseront en panel, il y aura des ateliers, on va exposer, les orateurs seront de qualité et nous attendons vivement votre participation ainsi que vos contributions pour aider les entreprises du portefeuille de l'État à se relever et à développer l'économie congolaise et le développement social de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Jérémy Kalala. Je rappelle que vous êtes au cadre du CDR, parti cher à Jean-Lucien Boussa. Vous êtes aussi conseiller au ministère du portefeuille. Vous êtes aussi membre des Codes, qui est une plateforme membre de l'Union Sacrée. Coalition des démocrates. Voilà, vous avez été ce soir au rendez-vous de ma préoccupation. Je voulais mettre mon curseur sur Jean-Lucien Boussa. Je crois que nous sommes tombés sur les états généraux, que nous allons suivre d'ailleurs, parce que ceci intéresse beaucoup les téléspectateurs, surtout les Congolais, qui veulent savoir comment profiter des richesses dans leur pays, mais surtout avec quel véhicule ces richesses peuvent se développer, se déployer sur la nation si les entreprises publiques elles-mêmes sont gérées très mal. L'objectif est détail, c'est de faire de ces entreprises, comme vous l'avez dit, un levier de croissance et de développement durable. Et nous, en tant que médias, nous sommes prêts à accompagner cette dynamique de transformation parce qu'en réalité, tout le monde va en profiter. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin des Chemins Critiques. J'ai donc été très heureux de vous savoir nombreux chez vous. Nous allons revenir d'ici le 9, chaque semaine, tous les 3 jours. Nous reviendrons sur un aspect important dans les journaux, dans les pages magazines, voire même dans l'animation matinale. Nous allons avoir sur Géopolis un focus majeur sur ces états généraux. Nous voulons nous en approprier pour que chaque Congolais développe la culture économique et qu'il puisse être attentif à la gestion des biens publics, notamment les entreprises publiques. Merci et à la prochaine.